fondamentalement, tu es la soupape permettant à un système de ne pas imploser. Et malheureusement, il va falloir, un, le digérer, et deux, il va falloir accepter que tu ne peux pas le changer. Comme dit Barico dans Les Barbares, le courant est si puissant que tu vas te noyer, en fait, si tu tentes de l'inverser. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce que tu veux sauver et le mettre de côté. Allô, allô? Oui, je suis là. Ok, alors je vais enregistrer avec les moyens du bord. Le son ne sera pas exceptionnel. On s'excuse tous les deux platement. Enfin, on quémande les excuses du public qui est déjà en train de râler que le son est pas bon. Et on est court et synthétique. Quel pseudo as-tu choisi? Chloé. Alors, Chloé, tu es une vipette, tu es un de mes petits chatons, une petite chatte. Tu es prof de français et en collège. Et tu m'as appelé ce matin de façon inopinée et j'ai jugé que c'était suffisamment intéressant pour être partagé. Donc, tu as la gentillesse de recommencer et d'accepter de partager avec les autres petits chatons de la chaîne. Alors, on t'écoute. Donc voilà, je suis enseignante depuis 10 ans et régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par an, des parents me remettent en question relativement violemment, verbalement, pour me dire que je me suis braquée contre leur enfant, que ce que je dis n'est pas pertinent. Et que je devrais être plus compréhensive, me mettre à leur place de leur enfant, alors que moi je suis en entretien avec eux pour leur expliquer que leur enfant pose problème et qu'il faut tout de suite agir pour pas qu'il rate sa scolarité et pas qu'il fasse rater sa scolarité à tous les autres élèves quand il y a des problèmes graves de comportement. Voilà. Les psychologues, j'ai déjà eu des mères, alors c'est systématiquement des mères, j'ai des collègues. J'allais te poser la question. C'est étonnant quand même que tu prennes les devants sur cette petite particularité. J'allais te demander si ce que tu désignais de manière neutre comme parent était plutôt parent 1 ou parent 2. Et évidemment, c'est la maman. Oui. Bah, j'ai écouté Alain Valterio, donc je me suis posé la question aussi. Voilà. Donc, oui, moi, ça m'est arrivé systématiquement avec mes mères. Par contre, j'ai aussi vu des pères qui, eux, ne me remettent pas en cause violemment. Par contre, un père d'élève, mais vraiment l'archétype du père d'élève qui est strict en fait dans sa façon d'être, dans la façon dont il se présente. On a l'impression qu'il est strict. En fait, quand on commence à parler avec lui, il fait comprendre qu'avant il était strict et puis qu'il a vu un psychologue qui lui a dit que ça c'était contre-productif de punir et que finalement il fallait comprendre et que l'élève, il y avait tel mécanisme psychologique qui faisait qu'on pouvait comprendre l'élève. Et du coup, alors il y a aussi des pères qui sont dans la psychose. Par contre, donc premièrement, dans les gens qui me remettent en question en tant qu'enseignante, c'est uniquement des femmes. J'ai eu des collègues pour qui c'était des pères. Et j'ai quelques cas de temps en temps où le père se met à la place de l'enfant en disant le pauvre, s'il est insupportable, c'est pour telle raison, il y a une bonne raison derrière. D'ailleurs, le psy l'a dit. Et donc, au niveau des mères, j'ai eu une fois une mère d'élève qui m'a dit, moi, de toute façon, je suis allée voir alors c'était pas une psychologue, mais je sais plus quel corps de métier du même type, ou qui a dit que de toute façon les enseignants étaient trop sévères et qu'ils se mettaient pas à la place des élèves, et voilà. Et c'est relayé d'un point de vue institutionnel par la demande de, entre guillemets, bienveillance. Donc c'est un très beau terme, mais ce terme je ne le supporte plus, parce qu'en fait à chaque fois qu'on nous dit soyez laxiste envers les élèves, on nous dit soyez bienveillants. Donc comportement positif, bienveillance. On nous dit à chaque fois au lieu de recadrer l'élève mais gentiment, etc. En fait c'est extrêmement dangereux. Oui, mais la bienveillance est la cousine germaine de notre ami la discrimination. C'est les deux revers de la même médaille.
Désormais, tu peux ranger et condamner toute activité de bon sens, de morale, redistributive et utile à la société. Tu peux la condamner au titre de discriminatoire, comme par exemple les GAFA font avec les impôts que la France tente de leur imposer. Hein, Google a dit non, payer des impôts en France est une pratique discriminatoire parce qu'on n'en paye pas dans les 256 autres pays où on est présent. Et donc le cousin germain, le deuxième bras, hein, la deuxième lame du rasoir, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dénoncé une pratique injuste au titre que ailleurs l'enfant peut être insupportable, donc pourquoi ne pourrait-il pas l'être en classe? Eh bien, la réponse, si tu veux, à l'entropie, c'est le chaos généré par la transformation de l'énergie. Donc l'élève qui arrive bouillant en classe, car en fait il n'a pas canalisé ou dépensé utilement son énergie ailleurs, eh bien cet élève-là génère une entropie, c'est-à-dire du chaos, et la valve, la soupape, celui qui doit plier, celui qui doit faire le roseau pour que cette entropie ne tourne pas à la baston générale, eh bien ça ne peut être que le plus mûr de la pièce, c'est-à-dire le prof, c'est-à-dire toi. Donc la bienveillance, en sciences physiques, ça s'appellerait la valve à entropie, et c'est la seule mesure, l'unique possibilité que la psychose généralisée ne tourne pas à la baston. Oui. Quand on fait de la mécanique avec les phénomènes psychosociologiques, ça ressemble à ça. C'est ma particularité, d'ailleurs j'en profite. On m'a dit, à raison, qu'il fallait de temps en temps rappeler dans les contenus que je publie sur ma chaîne, faire des petites portes d'entrée pour les nouveaux, afin qu'ils ne se sentent pas exclus, et puis surtout afin qu'ils comprennent ce que je dis. Et à chaque vidéo, il y a 5, 10, 15, 20% de personnes qui sont nouvelles. Donc pour ceci, ma particularité, c'est d'essayer d'apporter des pistes de réflexion sur des dilemmes relationnels, mais sans le carcan, la boîte à outils psychologique et psyrosée, c'est-à-dire psychologie à l'eau de rose habituelle, mais plutôt en faisant de la sociologie, de l'ingénierie, voire de la mécanique, parce que je suis ingénieur et sociologue. Donc le chapeau sous lequel s'abrite ta demande, ta plainte en fait, parce que tu en souffres. Si tu n'en souffres pas encore, tu en souffriras par la récurrence, par la répétition, c'est un schéma susceptible d'être amené à se répéter. Le chapeau qui englobe tout ça, c'est comment, par quel mécanisme on décharge le système qui est chargé d'entropie. C'est-à-dire que cette bienveillance qui est en réalité une incapacité d'affronter le désamour de ses enfants, car un parent qui interdit, un parent qui châtie, un parent qui castre, je parle pas de châtiment physique, hein, je parle d'un parent qui modère, un parent qui limite, est un parent qui est traumatisé à l'idée de perdre l'amour, enfin l'affect, l'intérêt, la soi-disant générosité désintéressée de ses enfants. Hein. L'amour parental est un égoïsme désintéressé ou un altruisme intéressé, selon comment tu veux formuler l'oxymore. T'as vu, j'adapte ma syntaxe à un prof de français. Hein, c'est aussi ça l'intelligence sociale. Tu es prof de français en collège. À mon époque, c'était le type de vocabulaire qu'on apprenait au collège. Tu nous confirmeras si c'est encore le cas. En troisième, oui. En troisième, moi c'était en cinquième, je crois qu'on appelait, qu'on a fait les figures de style. Donc voilà. Donc fondamentalement, tu es la soupape permettant à un système de ne pas imploser. Et malheureusement, il va falloir le digérer, et il va falloir accepter que tu ne peux pas le changer. Comme dit Barico dans Les Barbares, le courant est si puissant que tu vas te noyer en fait si tu tentes de l'inverser. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce que tu veux sauver et le mettre de côté. Donc si tu veux sauver le fond, il va falloir lâcher peut-être un petit peu sur certains aspects comme, je sais pas, c'est peut-être dur à entendre, mais peut-être faut-il lâcher un petit peu sur la ponctualité. Peut-être faut-il introduire du mou, c'est-à-dire du slack, c'est-à-dire de la tolérance.
En mécanique, l'espace de mouvement, de mobilité entre deux pièces s'appelle la tolérance. Hein, et à ne pas confondre avec la bienveillance. La bienveillance, c'est la chienlit. Hein, c'est le nez, comme dit l'autre, c'est le... comment ça s'appelle? C'est pas le nez rouge, enfin c'est le faux chapeau. J'ai plus l'expression en tête. De toute une démocrature, de tout un système de domination molle par le consumérisme, la psyrose et on va dire la liberté à bas coût, hein, c'est-à-dire valoriser l'individualisme, mais en fait sans jamais le mettre à l'épreuve du concret et du réel. Tout ça s'abrite sous le chapeau de la bienveillance et c'est tout bon à jeter. En revanche, la tolérance n'est pas aussi connotée, et la tolérance est peut-être une façon dont tu peux c'est peut-être une manière de transformer cette bienveillance qu'on t'impose en quelque chose qui, à très court terme, te semblera un peu pareil, mais à très long terme, peut peut-être te rendre ton métier vivable. Je m'explique. Tu sais ce qu'il y a bientôt 3 ans? Non, pas ton dernier encart, enfin en tout cas j'espère pas pour toi. La dernière tournée de Tonton Stéphane. Alors j'exagère, pas tout à fait 3 ans, mais la dernière date, elle remonte quand même au 22 novembre 2022 à Paris. Alors, si l'opportunité de venir voir Tonton Stéphane sur scène, c'est-à-dire l'élément dans lequel il est le meilleur, parce que moi ma passion c'est pas YouTube, hein. Inscrivez-vous à la liste d'attente, c'est gratuit, et ça nous permettra de savoir à côté de quelle grande métropole française vous vous trouvez, et puis vous, ça vous permettra également d'être informé de ma prochaine date de passage, le cas échéant. madconsulting.fr/tournée 2025, lien en description et à l'écran. La tolérance, c'est ce à quoi tu es prêt à renoncer. Oui. C'est comme dans un couple, à 20 ans, tu cherches quelqu'un qui satisfasse ton éros, ton pathos, et ton agapé, c'est-à-dire quelqu'un qui comprenne le petit être torturé que tu es, qui t'excite et que tu admires. À 30 ans, en général, tu enlèves un petit peu le pathos, tu gardes 50% de l'éros et tu gardes l'agapé et t'introduis le philia. C'est-à-dire, bon, c'est plus la peine forcément qu'ils lisent les poésies que j'écrivais, que je griffonnais au lycée. On va dire que ça, c'est fini. L'éros, bon, il suffit que ça rentre sans trop me faire mal. Et puis le reste, et puis ça ira comme ça, emballer c'est peser. À 40 ans, il reste qu'il faut qu'il soit pas trop méchant avec les enfants et qu'il m'emmène en week-end au moins une fois par trimestre. Et tu vois, la tolérance, c'est ce sur quoi tu peux plier sans mourir, en fait, sans te faire trop mal, sans te renier complètement. C'est ce qui est tolérable. Et dans un système qui est verrouillé, où tu es en fait la soupape d'un changement éducationnel qui te dépasse, plutôt que de singer une bienveillance qui te rongera et qui nuira à ta performance, peut-être peux-tu introduire de la tolérance. La tolérance, c'est par exemple, je sais pas, peut-être que tu es une personne très ponctuelle. Je prends un exemple, hein. Tu es peut-être une personne très ponctuelle et pour toi, tu tiens peut-être, tu mets beaucoup d'investissement, tu déploies beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction et de coercition à faire commencer tes cours exactement à l'heure parce que quelqu'un qui arrive 5 minutes en retard te paraît une offense à titre personnel. Et ben peut-être que, je dis bien peut-être que, hein, c'est un exemple comme ça impromptu. Peut-être que il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut se dire que aujourd'hui c'est plus possible, ce n'est plus exigible, et peut-être que si en échange tu obtiens autre chose, je sais pas, une qualité d'écoute ou eh ben faut peut-être lâcher sur ça. Ou faut peut-être lâcher sur je sais pas quoi. Peut-être que tu as des cours, t'as peut-être un cours de 2 heures le mercredi après-midi alors que c'est le jour des frites. Ils somnolent, ils s'ennuient, ils jouent sur leur téléphone, etc.
Ils ont réclamé de faire une pause au milieu parce que c'est trop long et tu leur as dit bah non Coco, moi à mon époque les cours ils duraient 2h30, on faisait pas de pause, etc. Bon, bah peut-être qu'il faut lâcher là-dessus. Peut-être qu'il faut leur faire une pause de 5-10 minutes au milieu du cours, quitte à ce que t'aies moins de temps. Tu vois, c'est sur quoi tu peux lâcher. Tu seras obligé de lâcher, Chloé. Obligé. La question c'est pas est-ce que je lâche ou pas devant les parents. C'est sur quoi je lâche. Oui, d'accord. Choisir l'aspect sur lequel je lâche. Lâche sur un truc. Si peut-être qu'il faut lâcher sur l'ambition, peut-être qu'il y a peut-être des chapitres, des textes ou des notions qui les font super chier. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils sont particulièrement inattentifs et bavards. Peut-être, hein. Et faut peut-être te dire que tu vas bâcler cette partie-là et que t'en as un peu rien à foutre. Et tant pis pour eux, voilà. Mais je ne te suggère pas, je ne te conseille pas sur l'objet sur lequel tu dois lâcher. J'essaie de formuler comme ça, à 8h30 du matin, à peine réveillé, un raisonnement qui tienne debout sur la base du dilemme que tu me soumets. Ce qui me permet d'ailleurs, mets-toi en pause là 2 secondes, ce qui me permet d'ailleurs de souligner, hein, j'ai proposé un débat sur partir seul ou pas en voyage, et plusieurs ont noté, un peu comme ça, en faisant un petit pas de côté par rapport à la discussion proposée, oui, ta dernière vidéo, c'était des évidences et des platitudes. Mais je l'ai commencé, je l'ai introduite en disant que ce n'était pas le développement d'une réflexion, c'était simplement partager une observation comme ça, factuelle. Donc, ce qui permet de montrer que j'ai 2 types de contenus pour les nouveaux. Des contenus de partage d'observations factuelles comme la dernière sur le road trip seul, et des contenus plus construits, avec une réflexion qui suit un petit peu la rhétorique logique, avec prolégomène, prémisse, hypothèse 1, hypothèse 2, et un semblant de développement et des pistes pour conclure. Voilà. De toute façon, ta dernière vidéo, effectivement, dit des choses qu'on a observées, qu'on a tous observées, mais sur lesquelles on n'a pas forcément les mots. Et le fait que tu le dises, on le conscientise aussi. Des fois, on voit les choses, mais on ne sait pas qu'on les a vues. Alors, tu sais, c'est pas pour ramener tout à moi, mais enfin, comme on me reproche déjà de le faire, même quand je ne le fais pas, du coup, ça me dédouane je me prémunis contre ce reproche qui va arriver. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai des souvenirs très contrastés et très tièdes de mes profs de français au collège. Et cela te servira-t-il ou pas comme réflexion, je ne sais pas. Mais j'ai jamais eu des très bonnes notes en français, alors que toutes mes copies contenaient l'expression, contenaient j'avais très souvent, voire systématiquement, la notation, excellente expression écrite, très bien écrit. Et j'avais toujours 11, 12, 13. J'ai peut-être eu parfois 14, mais dès qu'il fallait disserter, j'étais dans le ventre mou de la classe. J'étais dans les premiers sur tout ce qui était noté sur l'expression, récitation, récit narratif, et sur le fait de débattre, de discuter, j'étais mauvais. Et donc ma mère a non pas été convoquée, mais enfin ma mère a sollicité un entretien à la prof de français. Je crois qu'elle s'appelle Madame Potron. Et Madame Potron a été bien embarrassée de répondre à la question pourquoi mon fils, votre fils, mon fils, pas Gaël mon fils, hein, mon fils Stéphane, pourquoi il a toujours 11 ou 12 alors que vous écrivez toujours expression parfaite, très bon vocabulaire, très bonne syntaxe. Et elle n'a jamais su lui répondre. Alors évidemment, ma mère n'est pas une racaille. Ma mère n'a pas jeté son stylo plume à la tête de la prof de français en lui tirant les cheveux. Ça s'est terminé comme ça. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre. La réalité, et c'est ce à quoi je veux t'amener, c'est que le niveau, le français est une matière discriminante par essence.
Oui, oui, totalement. À ça, je te... Ce qui n'est... Oui, mais il faut que je finisse d'expliquer parce que toi, tu m'as compris, mais les auditeurs, pas encore forcément. Ce qui n'est pas discriminant, c'est les maths, c'est la logique. Il y a des très bons logiciens dans des familles défavorisées. On a tous connu quelqu'un qui venait pas forcément d'un milieu particulier, où les choses étaient particulièrement simples, et qui se révélait dans les matières scientifiques logiques. Le français, en revanche, parce qu'il requiert de la culture générale, de la grammaire, du champ lexical, et surtout parce qu'il requiert une volonté de débattre et de discuter qui est statistiquement sous-représenté dans les classes populaires, le français est ultra discriminant, et en général, les meilleurs en français sont les enfants de bourgeois. Tu confirmes ou pas? Ah oui, à 100%. Voilà. Mais justement, le but, c'est d'essayer de leur apprendre les codes. Oui, mais c'est justement sur ce terrain que je voulais t'amener, c'est que le paradoxe, la contradiction, comme toi et tes collègues nous apprenaient en tout cas à l'époque à la mettre en exergue dans les introductions de dissertation, il fallait arriver à la contradiction. La contradiction, c'est qu'on te demande de la bienveillance, petit a, on te demande de la bienveillance, petit b, la bienveillance est la cousine germaine de la non-discrimination, or, on te demande d'être non-discriminante dans une matière qui est par essence, de façon immanente, hautement discriminante. Et là, t'es obligé de me mettre la moyenne sur ma disserte. Non, mais oui, je vois. Et pour conclure sur mon anecdote, qui n'a été en fait qu'un tremplin pour permettre de déplacer la réflexion sur un autre terrain, hein, je sais bien que tout le monde se fout de ma vie, mais j'utilise comme tout le monde des anecdotes personnelles comme tremplin. Eh bien, j'ai compris plus tard qu'en réalité, mon niveau ma note moyenne de dissertation, qui devait tourner à 11 et demi, était en fait le reflet du niveau moyen de curiosité intellectuelle qui existait chez moi. Car chez moi, on ne débattait jamais d'aucun sujet. Il y avait une très faible pénétration de l'actualité. Il y avait pas les news, ni locales, ni internationales, peut-être vaguement nationales, mais encore très peu. Mes parents ne lisaient pas, ou lisaient peu, en tout cas ne lisaient pas d'actualité. La télé était souvent allumée, mais peu sur de l'actualité. Et la société ne faisait l'objet d'aucun débat. Donc en fait, on me demandait de débattre en dissertation, mais pour moi, j'aurais encore préféré écrire chinois. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce que c'était de formuler un raisonnement de type débat de société. Et j'ai mis des années à le comprendre, et c'est ce que Madame Potron soit n'a pas identifié quand nous sommes venus lui demander des explications. Pourquoi, comment est-ce qu'on peut en cours de français avoir des notes moyennes avec une expression excellente? Soit elle n'a pas compris, soit à mon avis, et je préconise cette hypothèse, elle n'a simplement pas trouvé les mots pour l'expliquer à celle qui en était entre guillemets la responsable, c'est-à-dire ma mère. Elle n'a pas osé lui dire la déficience de votre fils. Enfin, c'est même pas d'ici, mais tu vois, il y a quelque chose au niveau de la. Bref. Il faut avoir quand même conscience. Il faut avoir une conscience des différences culturelles entre classe populaire et classe supérieure qui est pas forcément évidente. Le français est une le français à l'école, pas le français quotidien dans l'expression écrite, dans les courriers administratifs, etc. Le français à l'école est la discipline la plus discriminante, car elle est celle qui repose le plus sur une transmission informelle des savoirs à la maison. Et on te demande d'être bienveillante et donc non discriminante dans une activité qui est discriminante. Voilà. C'est mon apport à cette conversation d'aujourd'hui. Après, te dire concrètement quels éléments de langage tu dois ressortir aux parents d'élèves, j'en sais rien du tout. Non, mais c'est pas une question d'éléments de langage.
question de comment se comporter face à quelqu'un qui dit non, mais de toute façon, vous en voulez à mon enfant. Mais en fait, une fois qu'on en est là, quand la mère est remontée contre toi, c'est fini. Il y a plus rien à faire, et je te conseille même presque à ce titre une certaine désinvolture. Oui, d'accord. Ah oui, alors quand la femme, quand F t'a considéré comme étrangère aux intérêts de sa progéniture, c'est fini. Tu ne la mettras plus jamais de ton côté et aucune explication logique ne tiendra la route. Donc, à ce stade, tu écoutes, tu rassures de façon creuse et tu t'en fous. Ce qui compte, c'est en amont. En amont, tu dois éviter que l'élève ne fasse de toi un portrait trop à charge auprès de sa putain de maman. En lâchant sur certains... Et pour cela, il faut pas que tu deviennes une prof cool 68 hard, parce que ça, je pense qu'on a quand même 50 ans d'expérience pour voir que ça ne fonctionne pas. Mais il faut que tu décides que dans telle classe, ou avec tel groupe, ou avec tel sous-groupe, il va falloir lâcher un peu de lest. Mais pas lâcher un peu partout. Lâche sur ce qui te paraît judicieux. Est-ce que c'est sur certains passages du programme qu'il faut accélérer ? Est-ce que c'est sur un mode d'enseignement ? Est-ce que c'est sur la ponctualité ? Est-ce que c'est sur, tu vois ? D'accord, oui, je comprends. Est-ce que c'est sur le portable ? J'en sais rien. Il paraît. Moi, j'ai pas connu cette génération. Moi, j'étais génération début de la Game Boy, donc c'était trop gros pour être caché en classe. Il paraît, je dis bien il paraît, que votre plus gros challenge, c'est d'empêcher les gamins d'aller sur leur portable. Il paraît, on me dit ça. C'est vrai en lycée, c'est vrai à la fac. Par contre, au collège, on a des règlements qui sont très stricts. Du coup, c'est un des éléments sur lesquels personne ne lâche, en fait. Bon. C'est pas... là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on a un téléphone est sorti en classe, l'élève, il est sanctionné de façon assez importante. Tu me l'apprends. Ben, en tout cas, voilà. Remplacer la bienveillance par la tolérance, et la tolérance, c'est pas un échantillon gratuit dans le catéchisme des vertus du monde contemporain. C'est un truc qui est très mécanique. Et c'est en fait la tolérance d'un système, c'est l'espace dans lequel les pièces peuvent bouger sans se gripper. Donc, qu'est-ce que... Abandonne quelque chose. T'es obligé. Tu ne reproduiras pas l'enseignement que tu as reçu il y a 20 ou 30 ans. Je ne sais pas à quel âge tu as, mais enfin, tu ne reproduiras pas l'enseignement que tu as reçu. Car le monde a changé, et je renvoie... ce qui leur est manqué à ma conférence sur les barbares, pour comprendre en quoi le monde a changé. Ah, mais c'était déjà assez problématique à mon époque. Pas au niveau auquel c'est actuellement, mais il y avait déjà des problèmes. Alors, je me rappelle de mes profs de français au collège, c'était pas un cours problématique. Il y avait que les cours optionnels qui étaient problématiques, genre latin, tout le monde s'en foutait, etc. Français, on entendait les mouches voler quand même. Ça dépendait des enseignants. Bien sûr. Voilà, comme le son doit être à peine décent, je propose, si tu es satisfaite, de quitter l'ensemble des followers maintenant, et si tu veux, on se reparle nous deux, mais voilà, je peux pas leur imposer beaucoup plus longtemps ce son approximatif, ok ? D'accord, bah merci. Voilà, tu rappelles quand tu veux, Chloé, VIP. Tu es VIP quoi ? Premium. Ouh là là ! Eh oui. Non, j'écoute pas mal de séminaires et je les réécoute et j'essaie de les intégrer. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Vas-y, fais-moi un peu de com. Ah bah c'est exceptionnel. J'ai jamais eu d'informations aussi intéressantes et aussi bien observées, où vraiment il y a un déclic, où on dit mais c'est vrai, c'est ça. Et même sur alors je suis prof de français, par contre ton séminaire séduire à l'écrit, mais je l'ai trouvé formidable. Alors que ça me fait plaisir. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'avais pas réalisées en fait. Donc sur énormément d'éléments, en fait, on a des prises de conscience qu'on n'aurait pas eu autrement et qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais écoute, tu me fais plaisir parce que tu guéris instantanément, tu égayes ma journée qui était grisâtre,
et tu guéris instantanément des années de frustration de cours de français où je sous-performais tout en écrivant bien et où c'était très frustrant, c'était très ingrat. Eh bien, ça y est, tout est guéri, je suis réconcilié avec la profession. D'accord, tant mieux alors. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.